Les Jeux sont commencés. Et Grenoble et ses sœurs de la montagne vivent depuis hier leurs heures de neige et de glace. Sur les stades, sur les pistes, sur les tremplins, sur les tracés. Mais il faut débrouiller d'abord le hockey sur glace. Une épreuve où sont engagées une vingtaine de nations et qui se disputent par addition de points en 10 jours. Ce qui explique que chaque équipe doit rencontrer toutes celles de sa poule. Alors on joue sur 2 stades, 4 matchs par jour de 3 tiers-temps chacun. Vous en avez vu de nombreux, vous en verrez d'autres qui vous familiariseront avec ce jeu rude et précis où 17 joueurs alimentent les 6 joueurs qui sont en piste. Disons tout de suite, vous le savez, vous vous en êtes rendu compte, c'est une épuisante épreuve. Une épreuve d'énergie, une épreuve de résistance. Mais là déjà, la hiérarchie semble devoir être respectée. En tête, déjà, nous avons les meilleurs et les plus attendus, en tout cas, les Russes, les Tchèques, les Canadiens, les Suédois, dont les efforts et l'adresse devront tenir de nombreux jours encore. Ici, ce sont les Russes qui ont joué hier soir contre les Finlandais, si nous entrons un peu dans le détail. Ce sont des amateurs, les uns et les autres. Et les équipes pro, nous dit-on, sont nettement plus fortes, ce qui ne semble pas peu dire. Après le premier tiers-temps, 3-0 pour les Russes, score final 8-0. C'est une domination écrasante que concrétisent ces images où les Soviétiques sont plus foncés sur l'écran que leurs adversaires finlandais, reprise du deuxième tiers-temps. Les Russes donc, sans pousser, sans sortir leurs meilleurs hommes, sont déjà en tête avec d'autres équipes que je vous ai citées tout à l'heure, mais je peux dire déjà que contre les Canadiens, contre les Tchèques et même contre les Américains, ce sera, même pour les Russes, beaucoup plus dur. Quelques images en gros plan. Oui, Autran. Autran. Au petit matin de ce mercredi. Autran qui voyait la préparation du 30 km fond messieurs, une discipline nordique. Et ici, le fartage compte. C'est même le plus important. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici, le stade de glace de Grenoble. Au moment où les 11 Hertz, qui comportent 176 projecteurs à iode de 1000 watts et qui, de dimension respectable, 6 mètres sur 6, sont concentrés au-dessus de la piste, qui est donc éclairée remarquablement. Au moment où les polisseuses, herceuses, roulent sur la glace pour la nettoyer, les joueurs des 2 équipes qui sont en présence ce soir, c'est-à-dire Allemagne de l'Est et Union soviétique, sont en train de se reposer pour la 2e fois avant de revenir sur la glace et jouer le 3e tiers-temps. Les buts, vous le voyez, vont être remis sur le petit rectangle sur lequel ils doivent être mis. La glace est presque propre. Je pense que d'ici 3 à 4 minutes, les équipes vont faire leur apparition. Pour le moment, le public attend, le public se délasse. Beaucoup de gens sont allés dans les bars de ce stade de glace qui est pourvu de tout le confort moderne
et d'un approvisionnement nécessaire en liquide, tandis que des flots d'harmonie se répandent ici sous cette vaste arène et que le public goûte un petit peu d'air frais qui est pris à l'extérieur par 40 bouches dissimulées dans la façade. Nous allons voir un beau match de hockey sur glace. Les Soviétiques dominent, ils mènent par 6-0 contre les Allemands de l'Est. C'est le banc des observateurs et derrière eux il y a les observateurs des observateurs. Nous allons donc voir ce noble jeu de hockey sur glace 6-0. Et au centre, 0 minute, 0 seconde de jouer dans le troisième tiers-temps, puisque aussi bien il n'a pas encore commencé. Les caméras, quelques-unes des caméras que dirige ce soir maître Jacques Sorkin. Des hommes en blanc qui testent la glace avec leurs pieds, de manière que tout à l'heure, vous voyez, ça ce sont les testeurs de glace. Voilà. Glisser mortel, n'appuyez pas, c'est un vers célèbre. Voilà. De manière que tout à l'heure, 12 malabars, 6 de chaque côté, puissent à grands coups de crosse pousser sur une petite rondelle, sur un petit palais de bois, de caoutchouc mousse, pour être plus précis, et essayer de le rentrer dans les buts. 6 hommes par équipe, une équipe peut être composée d'une quinzaine d'hommes, certaines équipes ont déplacé ici 17 à 18 joueurs, mais à chaque moment il ne peut y avoir sur la glace que 6 joueurs, le gardien de but plus 5 autres. Selon toute vraisemblance, le sport du hockey sur glace fut introduit en Europe par des étudiants canadiens séjournant en Angleterre à la fin du 19e siècle. Ici, le banc des juges. D'Angleterre, il gagna très rapidement le continent et il fut pratiqué aussi bien par des étudiants britanniques en séjour dans les instituts suisses que par les touristes en villégiature dans les stations alpines. Ce sport, maintenant, vous le voyez, attire beaucoup de monde. Et l'esprit du jeu, son caractère spectaculaire et sur le plan pratique, les dimensions relativement modestes de la piste, favorisèrent son développement. Dès 1908 fut créée en Europe la Ligue internationale de hockey sur glace, la LIHG, et à partir de 1910, chaque année, un tournoi comptant pour le championnat d'Europe allait opposer les meilleures équipes du continent. L'admission du hockey sur glace au rang des sports olympiques lors des Jeux d'Anvers en Belgique en 1920 fut une étape décisive et pour la première fois, en effet, on vit évoluer à Anvers en 1920 du 23 au 29 avril une sélection canadienne qui non seulement enlevait la première place du tournoi, mais y accomplissait une démonstration enthousiasmante, autant par la qualité du patinage des joueurs que par leur habileté technique et tactique. Nous l'avons dit hier, peut-être étiez-vous déjà à l'écoute, qu'en 1924, au jeu de Chamonix, dans la poule de qualification, les Canadiens marquèrent 110 buts, battant la Tchécoslovaquie par 30-0, la Suisse par 33-0, la Suède par 22-0, mais loin de les décourager, ces défaites subies avec des scores écrasants incitèrent les Européens à travailler d'arrache-pied à l'amélioration de leur technique du jeu et de leur art du patinage, si bien que les rencontres ne tardèrent pas à devenir beaucoup plus équilibrées, et elles sont très équilibrées maintenant, puisque la suprématie dans les Jeux olympiques et dans les championnats du monde amateur n'appartient plus aux Canadiens. Les Soviétiques sont champions du monde depuis 1963 et ils ont gagné les Jeux olympiques en 1960 et en 1964 à Squaw Valley aux États-Unis et à Innsbruck. L'équipe soviétique que vous allez voir évoluer devant vous ce soir est la même qu'hier soir, sauf en ce qui concerne le gardien but. Ce n'est plus Konovalenko que nous avons vu hier, mais Zinger. Et Zinger est presque aussi bon que Konovalenko. Et puis nous allons voir évoluer un homme que nous n'avons pas beaucoup vu jouer hier et qui était Firsov, le 11. Firsov, 27 ans, un militaire, qui est, à mon avis, actuellement le meilleur joueur amateur du monde. Cet après-midi, à la suite d'un match extrêmement disputé, les Suédois ont battu les joueurs des États-Unis par 4-3. La Suède, la Tchécoslovaquie, le Canada et l'Union soviétique sont donc très nettement les favoris de ce tournoi. Et Stéphane Kolarov me disait tout à l'heure, et disait aux téléspectateurs présents, aux téléspectateurs qui étaient à l'écoute, qui étaient devant leur poste, que les Suédois n'ont pas autant impressionné que les Canadiens, les Russes et les Tchécoslovaques. Voici les Russes qui entrent sur la glace. Ils sont en rouge. Sur leur maillot, vous voyez des lettres qui, en français, se liraient CCCP
mais qui sont SSSR en caractère cyrillique. Le 9, c'est Mayorov, un ingénieur de 29 ans, 1m76, 72 kg. Et l'autre, ma foi, est un homme un petit peu plus petit que lui, vous le voyez, rajustant ses gants pour voir si tout ira bien. Il s'agit du 19, c'est Moïseyev, c'est un technicien, c'est un ingénieur, il a 27 ans, il mesure 1m70. Quelques tours de patin sur la glace pour voir si elle va bien, un petit arrêt, un bonjour à ses copains, le rappel du score qui est de 6-0. Les Russes sont en maillot rouge. Et pour ceux qui n'ont pas la télévision en couleur, ce sont des maillots qui paraissent foncés avec des brassards, des petits brassards blancs, tandis que les Allemands de l'Est sont en maillot bleu et blanc. Voici là Zinger, le gardien de but soviétique. Les Allemands, eux, les voici. Voici le 3, Vogd, le 4, Plotka, le 17 que nous avons vu de dos. Voici l'As numéro 1 qui est Zolk, 24 ans, 1m68, 77 kg. Ils sont donc en bleu et blanc. Et pour vous qui n'avez pas, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la couleur, ils seront faciles à distinguer des soviétiques en ce sens qu'ils ont le haut du corps blanc. Les soviétiques jouent à gauche. Ici, vous le voyez, Zinger dans les bois. À côté de lui, le 12 qui est Poulpanov. Et ça, c'est le 16 allemand qui est Hirsch, le gardien de but. Un homme masqué qui va aller dans ce qu'on appellerait les bois. Voilà, accolade, espérons que tout ira bien. Il s'agit là de l'Allemagne de l'Est, l'une des 8 équipes participant à ce tournoi. Le 4, c'est Plotka. Voici le palais, la rondelle, Kautschumous. Voici l'arbitre reconnaissable au fait qu'il ne joue pas, qu'il patine également et qu'il a un maillot rayé verticalement blanc et noir. Et aujourd'hui, les arbitres sont monsieur Vichisk, Pologne, Johansen, Norvège. Et le jeu est parti. Le jeu est parti. Le 3 allemand Vogd dribble, passe en avant. Les soviétiques sont à la parade. Ne prennent pas le jeu trop au sérieux. Moïseyev a le palais, derrière son embut. C'est Zaitsev qui va s'en saisir. Non, le palais a roulé le long de la bande et il est revenu au centre du terrain. Les soviétiques attaquent par Mishakov. Tire, cela passe un peu à la gauche du gardien de but Hirsch. Nouveau tir, ah non, il a mal patiné, il a fait une erreur de patinage. Et il a fallu qu'il attende qu'un partenaire prenne le palais. Tire au centre et le 3 Zaitsev tire, marque. Zaitsev marque d'environ 18 mètres. Et nous allons, grâce au ralenti, je pense, voir comment ce but a été marqué. Toc, vous voyez, vous avez revu le 3, comment il a marqué, laissant pantois. Assisté du numéro 8, Alexandre. Par conséquent, 7-0 pour les soviétiques. Zinger a le palais, le passe à Ruskin, qui le donne à Zimin. Prouza l'a repris pour l'Allemagne. Vogd tire, trop loin, et à 1 ou 2 mètres du but. Les arbitres engagent. Pour l'Allemagne, c'est Prouza. Pour les Russes, c'est Starchinov. Kratch passe à Podl. Mais Starchinov s'en saisit. L'a passé un coéquipier qui tire. C'était Mayorov. C'est passé à côté. Les Soviétiques sont constamment dans la zone de défense des Allemands. Mayorov tire. Non, là, les Russes laissent échapper le palais. C'est Ruskin qui va le prendre. Tire. Mais la défense allemande est repliée autour de son gardien de but Hirsch. Et ces malabars que sont les Allemands de l'Est ont réussi, là, sous l'attaque soviétique, à ne rien laisser passer. Les Allemands sont même revenus dans la zone de défense soviétique, tirent un petit peu n'importe comment. C'est peut-être un
petit peu lourdeau. Un Russe complètement démarqué, le 9 va tirer, non. Un Allemand l'a fait tomber, l'arbitre n'a rien vu, ça n'a pas d'importance. Les Allemands sont dominés. Zimin s'est fait subtiliser le ballon, tir de l'Allemand Prouza, que Zinger n'a même pas eu besoin de détourner. À nouveau départ des Soviétiques, regardez leur jeu de passe, il va repasser en arrière. Non, il va tirer. Ah! S'il avait repassé en arrière, c'était meilleur. Krarenbauer passe derrière la ligne de but de Hirsch. Le passe à Peters qui rate le palais. Et c'est le gardien de but soviétique, Zinger, qui le donne à l'un de ses coéquipiers, patinant très rapidement, le 15, Ruskin. Et puis les Soviétiques changent leur ligne d'attaque. Nouveau tir très fort. Oh, quel tir! Mais cette fois-ci, Hirsch a sauvé, le public applaudit très fort. C'était un tir de Blinov, la petite crêpe. Et le 13 allemand, Poindl, est parti. La soviétique, seul tir et marque. Le 17 soviétique, Vikulov. Oh là là, complètement démarqué, vous l'avez vu, ça a été net, réglé comme du papier à musique. Vikulov a marqué ce but que nous allons revoir, je pense, dans un instant, au ralenti. Voilà, regardez, il part seul. Il part seul, voyez-vous, le 17, il prend, hop, il ajuste son tir, et il va tirer là, toc. Ah, c'est beau. Ça, il faut dire que c'est beau. L'autre, Hirsch, dans son but, il a eu beau sortir, il n'a rien pu faire. Nouvelle attaque soviétique, mais cette fois-ci, Hirsch a pu se mettre à genoux sur la glace plus rapidement qu'il ne l'avait fait tout à l'heure. Changement et engagement à l'extrême droite du terrain. Le 9 allemand, c'est Zische, 25 ans, 1m93, 91 kg. Il guettait la balle à la sortie du rond d'engagement. Il l'a là, hop, Zische. Hiller passe à droite. Nickel file, mais se l'a fait subtiliser par les Russes. Hiller, seul allemand là-bas derrière l'embut soviétique. Toujours Hiller, le 8, poursuivi par Alexandrov, qui lui a pris le palais. Le passe sur la gauche, ce sont les Allemands qui l'ont. Re-attaque de Nickel. Zaitsev a pris le palais, l'a renvoyé le long de la bande, et les Russes repartent à l'attaque, cette fois-ci par le 8 Alexandrov, un homme qui patine remarquablement bien. Passe en arrière, un petit peu trop en arrière. Il a refait le tour, Alexandrov, et il va tirer à nouveau. Ah, oh là là, un coup dans les tibias. Ça fait mal, je ne sais pas si l'arbitre... Non, c'était dans l'ardeur du jeu. L'arbitre n'y voit pas grand mal. C'était Voigt, un Allemand de 28 ans, qui a pris le coup. Engagement pour les Russes. Alexandrov, je pense. 30 ans, le doyen des joueurs, 1m78, 80 kg. Pour l'Allemagne, Krarenbauer, 23 ans, 1m73, 83 kg. Novi est derrière l'embut de son équipe, lance très loin en avant. La défense soviétique arrête et va repartir par la droite. Non, les Allemands subtilisent le palais. Les Allemands sont menés par 8-0, mais le score ne reflète pas la physionomie de la partie. Je pense que quelque chose comme 6-1 aurait été plus équitable. Joli dribble de Novi, passe derrière, il est trop individuel. Oh, et quand il a passé au 10 à Krarenbauer, il était beaucoup trop tard. Faut pas être si individualiste dans un jeu de hockey. Regardez les Soviétiques, ils se font des passes. Même Alexandrov, là, il a passé un camarade. Lequel va repasser à droite? Oui, à droite. Le 10 repart en arrière. Il va pas tirer, il va passer au 8 qui tire en arrière. Oh que c'est joli! Oh que c'est joli! Il tire en position retournée. Ça, c'est fort. Mais Hirsch s'est agenouillé au moment où il a fallu donner une petite tape sur la fesse gauche de Kratch. Était-ce la fesse gauche, Kodaro? Était-ce la fesse droite? On ne sait pas. L'histoire ne le retiendra pas. On devrait avoir un ralenti. Ça ne fait rien.
Collaro, mon ami, vous ne suivez pas les détails. Collaro me répond qu'il ne s'intéresse qu'à l'esprit du jeu. Novi, le 2 allemand, a maille à partir avec Zimin, le russe, réussit à sortir le palais, mais Zimin le reprend. Zimin le reprend, à repasser à gauche. Body check. Charge de l'épaule. C'est dangereux. Eh bien, le goal allemand a de la chance que, sur une passe confuse, deux hommes soient tombés l'un sur l'autre, c'est-à-dire Novi, l'allemand, et Mayorov, le soviétique. Pour la Russie, c'est Alexandrov qui engage, et pour l'Allemagne, Poindl. 27 ans, 1m74, 83 kilos. On a repassé un peu en arrière, on repasse par la bande. Voilà, c'est un petit peu comme au billard. Crosse en l'air, monsieur. En prison. En prison pour 2 minutes. Monterland les mettait en prison pour médiocrité. Ici, on les met en prison pour crosse en l'air. C'est l'as numéro 1, Zolk, je pense. C'est l'allemand Zolk. Non, c'est le 20. C'est Zolk, à mon avis, qui est en tôle. Pénalité de 2 minutes au joueur numéro 9 du RSS, Mayrov, pour charge. Ça, nous l'avons vu. Également, Et l'allemand Zolk. de pénalité au joueur de l'Allemagne de l'Est, le numéro 1, Sock, pour charge irrégulière. 2 minutes penalty to player number 9, Soviet Union, for charge. Tir au but. Joli tir au but. Remarquez qu'ils sont 4 contre 4 maintenant sur la glace. For player number 1, Regardez le jeu de passe des Russes que les Allemands leur subtilisent. Sock, Fuchs. for charging. Tire de loin. Zinger l'a rattrapé dans la main. Eh bien, bravo. Bravo, si vous aviez cette main libre, vous pourriez vous applaudir vous-même de la main gauche et de la main droite pour avoir arrêté le palais de la main gauche. C'est que les patineurs et hockeyeurs soviétiques venus à Grenoble ont découvert les billards électriques. Je pourrais y passer des heures, a dit le patineur Mochkov. Cet appareil est très intéressant et c'est le passe-temps le plus reposant qui soit ici à Grenoble, a dit Mayorov. En effet, pour bon nombre d'athlètes soviétiques, c'était la première fois qu'ils voyaient des billards électriques inconnus en Union soviétique. On n'arrête pas le progrès, comme dirait Carmen. Eh bien, voyez, ce n'est pas toujours du billard, surtout lorsque les Allemands foncent et qu'ils déplacent votre cage. C'est M. Tichet, le 9, qui, d'un coup de boutoir, a bouté la cage hors du rectangle. Le score est toujours de 8-0. Il y a 7 minutes 06 secondes que l'on joue. Dans 2 minutes 54 secondes de jeu effectif, nous allons entendre la sirène annonçant le changement de camp pour cette 3e et dernière période. Descente, passe en arrière. Vous notez combien les Soviétiques sont friands de ces passes à l'arrière. Regardez leur jeu de passe. On dribble, on va repasser aussitôt après à gauche. On va recentrer à gauche. Non, on tire. On tire bien, mais ça passe à côté. Peut-être qu'un coup de recentrage aurait mieux arrangé les affaires des Soviétiques. Il est vrai qu'ils sont riches d'une trame. Hiller tire. Non, ça a tombé. Le palais a tapé le patin de Blinov. Et c'est pour ça qu'il est parti, Dieu sait tout. Contre-attaque russe. De contre un, petit balai, c'est Poulpanov qui est pris entre Tichet et Plotka. L'arbitre norvégien va remettre le palais en jeu, le palais, la rondelle, le puck. Qu'est-ce qui va venir pour l'Allemagne? Le 7 à l'extérieur du rond, c'est le 10 qui va engager Karen Bauer.
Tandis que le 7 Prusa attend, mais à l'extérieur du rond. Les Allemands partent sur la gauche, pas assez vite. Les Russes interceptent. Tir du 12, lui va rentrer. Non! Oh là là, Hirsch s'est couché et il a renvoyé le palais. Le 12 soviétique, Poulpanov revient et se fait reprendre le palais. Pas de chance, Poulpanov. Oh, qu'il patine vite, cet homme Moïseïev. Il reprend le palais, le repère, va le repasser à Michakov. Romichevski arrive à la rescousse. Ah non, c'est un tir Mornay. C'est un tir Mornay dont Novi s'est saisi. Et va dégager, sans doute en donnant à Prusa le 7. Non, je ne sais pas ce qu'il cherche. Il le donne à l'autre arrière. On joue la baballe. Novi a le palais. Change de zone, il est dans la zone neutre, passe la ligne médiane et revient en arrière. Et il est parvenu à ce qu'il voulait. Voilà. Eh bien, ce n'était pas la peine de faire tout ça pour en arriver à cette espèce de petit shoot sans aucune force. C'est dommage, j'aimerais bien que les Allemands marquent un but. Ils méritent largement de sauver l'honneur, sont certainement moins forts patineurs. Mais ils se défendent comme de beaux diables. Prusa, bon joueur, passe à sa gauche à Karen Bauer, lequel a patiné trop vite, repasse en arrière, mais ça ne réussit pas. Les Soviétiques, là, sont un peu pressés sur leur but. L'Allemand Boudère a le palais. Et l'on change de côté. On change de côté, je l'ai dit hier, je crois. La raison en est que dans les patinoires à l'air libre, il y a du vent et qu'il ne faut pas que la même équipe joue pendant toute la dernière période contre le vent. C'est pour ça que l'on change de côté. Vous me direz que le vent peut aussi changer de direction. Mais alors ça, je ne sais pas ce que prévoit le règlement de la Ligue internationale de hockey sur glace comme sanction contre le vent qui change de direction au mauvais moment. Les Soviétiques jouent donc à droite et attaquent cette fois-ci vers la gauche. Le 6 allemand Boudère dégage son camp. Le 11 Noack là. Les Soviétiques lui dérobent le palais. Romichevski, Zimin ne peuvent pas empêcher Poindl d'avoir le palais. Où est le palais? C'est comme une devinette. Où est le palais? Eh bien, il est au bout de la crosse de Ruskin. Depuis quelques instants, le jeu est un peu décousu. Les belles actions d'ensemble des Russes d'il y a 5-6 minutes ne sont plus que souvenirs. Ils ne forcent pas leur talent. Zimin passe à Poulpanov. Davidov s'en saisit. Le 2 Davidov, un excellent joueur. C'est le capitaine de Dynamo de Moscou. Ruskin le renvoie à ses avants. Toujours Davidov contre le gros Noack. Noack a bien tiré en position de retournement. Ragulin. Mayorov. Qui a réussi à le passer. Oh, 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 oh. Est-il tombé? L'a-t-on fait tomber? Moi, je crois qu'on l'a fait tomber. Oui, c'est l'opinion du juge, de l'arbitre, qui remet Zoc en prison. Eh bien, monsieur Zoc, vous êtes un habitué de la tôle. Monsieur Zoc, un habitué de la tôle. 2 minutes, nous avons vu, il a fait tomber le soviétique. Ragulin, je crois. Numéro 1. Soc pour obstruction. Ce n'est pas Soc, c'est Zoc. Penalty for Beau tir, marqué par, me semble-t-il, Vikulov. East Germany for interference. Nous allons revoir. Ah, bah alors là, vraiment, il est parti de pied ferme et il a marqué son 9e but. Allons, notre petit enregistrement. La petite merveille
Montrez-nous-le. Ce but. Pour Non, malheureusement, c'est parti si vite qu'il n'y aura pas de ralenti. marqué par le joueur numéro 11, Firsov, assisté du numéro 4, Blinov. Goal for Soviet Le 4 Union. Plinov est reparti d'ailleurs. By player number Il le 11, repasse à 11 à Firsov qui vient de marquer. assisted by player number 4, Blinov. Regardez, Firsov essaye de rattraper l'Allemand et lui reprend le palais. Ce Firsov est rudement fort. Ah, mauvaise passe des Soviétiques. Vikulov est pris de vitesse par l'Allemand, 9 Ziche, qui l'envoie littéralement dinguer sur la glace. Je vous demande pardon d'employer un terme comme celui-là, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Remarquez que ça fait plus de peur que de mal. C'est plus spectaculaire que ça ne fait d'effet. Blinov a tiré de loin, Blinov de Spartak de Moscou a tiré de loin. Mais l'excellent Allemand Ziche a réussi à envoyer le palais très très loin. Mais c'est un dégagement interdit, il l'a envoyé si loin qu'il a passé la ligne d'embut soviétique. L'arrière soviétique, en se repliant, s'est bien gardé de toucher le palais de la crosse. Et alors qu'il reste 6 minutes 53 secondes à jouer, c'est un nouvel engagement tout près du but de Hirsch. J'aimerais bien que les Allemands sauvent l'honneur. J'avoue qu'ils l'ont mérité. Le 8 Alexandrov pour la Russie, Karen Bauer pour l'Allemagne. Il y a toujours un soviétique démarqué pour recevoir le palais. Le tir d'Alexandrov est passé un peu loin. Romichevski s'est replié. Peters a donc tapé de travers. Zaitsev est sur le palais. Moïseïev fonce, a passé à droite à Mishakov. Zaitsev vient l'aider. Alexandrov. Karen Bauer l'a passé à Kratch. Kratch, 14 allemand, 1m80, 87 kg. Un homme bien bâti, il l'a repassé à Prusa, qui fonce, qui évite Peters, tire de loin. Mais Zinger n'a même pas eu peur et c'est Zaitsev, le petit lapin, qui a le palais. Alexandrov. Mishakov, qui tombe. Alexandrov le reprend. Cette fois-ci, c'est Mishakov qui a foncé sur l'Allemand Novi sans réussir à le déséquilibrer. Dégagement sur la droite par la bande. Romichevski a le palais, tire. Mais c'est un de ses coéquipiers qui l'empêche de marquer. Et Alexandrov a beau danser la gigue autour du but allemand, cette fois-ci, ça ne donne rien. Romichevski encore qui passe là-bas sur la droite. Et les Allemands, cette fois-ci, se sortent. Bravo Kratch. Bravo Kratch qui a réussi à dégager son camp. Romichevski ayant maintenant le palais. Zaitsev. Toujours Kratch, Peters. Le 8 Alexandrov. Joli tir qui ne parvient pas jusqu'à Mayorov. Si, Mayorov se saisit du palais. Fonce, va dribbler, va passer à gauche sans doute. Non, il tombe sur un coup de patin. Sur un coup de patin. Moi, j'avais un coup de patin de Novi. Il devrait aller en tôle. Non? Oui? À mon avis, Novi a gêné, il a donné un coup de patin. Et oui, Novi va en prison. Novi va en prison. Pénalité de 2 minutes Novi. Ça lui permet de souffler. au joueur numéro 2 de l'Allemagne de l'Est pour avoir fait trébucher un adversaire. 2 minutes penalty for player number 2, East Germany, for tripping. Le 18 de dos, c'est Starchinov. Le 12 de face, c'est Fuchs.
Ruskin à Davidov. Tir de Davidov, un tir boulet de canon qui est passé de à côté. Ruskin, cette fois-ci, a perdu le palais. C'est l'excellent Noack allemand qu'il a eu, qu'il a repassé à ses arrières. Passe à droite à Boudère, qu'on a peu vu. Boudère lance un petit peu loin. Et c'est un dégagement interdit encore une fois. Coup de sifflet. Il reste 4 minutes 11 secondes à jouer, ce qui doit nous donner 6 à 7 minutes d'émission. Davidov. Non, Noack là, c'est Noack qui l'a. Le passe à son coéquipier qui le perd malheureusement. Il y a 3 soviétiques pour protéger leur but. Joli passe qu'à Mayorov. Mayorov descend, va passer, non, va tirer. Oui, il passe à droite. Tire en arrière, passe en arrière. Et c'est un tir de l'arrière droit soviétique, Davidov. Nouveau tir en boulet de canon. Ça frappe le bois et Ruskin va le chercher. Ruskin a passé à Starchinov, Starchinov à Mayorov. Oh, 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 oh. Il s'interpose. Oh! L'arbitre. Bravo l'arbitre. Voilà ce que c'est. C'est un homme à poigne. Il en envoie 2 en prison? Non. Quel est le verdict? Au joueur numéro 14, l'Union soviétique, Zimin. pour obstruction. Ah. 2 minutes penalty to player number 14. Les arbitres sont rigoureux, mais ils sont justes. For interference. Ils sont en tous les cas d'une sportivité complète et n'avantage ni un camp ni l'autre. Il n'y a strictement rien à dire à propos de l'arbitrage, sinon qu'il est fort bon. Et moins haché que cet après-midi où j'ai déploré que dans la partie Suède-États-Unis, le match fut haché par des coups de sifflet presque à répétition. Tsiche l'a passé à Plotka. Plotka leur passe à son arrière gauche, qui le repasse à Tsiche. Tsiche tire, il a failli marquer. Mais c'est Blinov qui l'a. Il leur passe à Poulpanov. Poulpanov le repasse à Mayorov. Mayorov, Poulpanov. Tire. Hirsch a arrêté. Plotka repart sur la droite. Hanovi revenu sur la patinoire. Tsiche, qui est décidément le meilleur Allemand, est partout. Il ne peut pas empêcher Ragoudine de renvoyer loin en avant, presque à faire peur. Mais tir allemand! Oh, quel joli tir de Novi! Oh, quel joli tir de Novi! Le public applaudit très fort, mais les Allemands ne sont pas dans un bon jour et de plus, ils n'ont pas les dieux avec eux. Excusez-moi. Si vous aimez le hockey sur glace, sachez que pratiquement tous les soirs de 22h05 à 23h sur la deuxième chaîne, pendant toute la durée de ce tournoi olympique de hockey, vous pourrez nous retrouver, Stéphane Collaro et moi-même. Et l'après-midi, nous avons très souvent des programmes également, pratiquement tous les jours aussi, aux environs de 16, 16, 15, 16h30, quelquefois 17h. Un dribble de Peters qui l'a donné à Kratch, Kratch à Peters encore, Peters fait un balai sur la glace. Alors vous tirez, monsieur? Peters ou non? Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors Peters, vous tirez? Non, il ne tire pas. À quoi ça arrive? Oh, coup de crosse du Russe! Coup de crosse du Russe! Coup de crosse de Moïseyev qui va aller en prison pour 2 minutes. Qui va aller en prison pour 2 minutes, je pense. Moïseyev va aller en prison et va rejoindre un deuxième soviétique qui y est déjà depuis un moment. Moïseyev
a rejoint Zimin. Au joueur numéro 19 de l'équipe de l'Union soviétique, Moïchev. Pour coup de crosse. 2 minutes penalty to player number 19, Soviet Union. Les Allemands sont 5-3. For slashing. C'est quelque chose de très rare. Il leur reste 1 minute 29 à jouer. Les Allemands 5-3. Alors, s'ils ne marquent pas là, quand est-ce qu'ils marqueront? Il n'y a que 3 Russes contre 5 Allemands sur la glace, puisqu'il y a 2 Russes pénalisés. Non, il y en a un qui est revenu. Zimin est revenu, ces 2 minutes ayant pris fin. Firsov a le palais, le meilleur joueur soviétique. Tire, ça ne donne rien. Les Allemands repartent à 5 contre 4. Mais c'est lent. Alors là, monsieur, vous tirez, vous pouvez. Oh non, si vous jouez comme cela, les Russes sont plus rapides. Allez, tirez. Hop. Oui. C'était bien joué. Il reste 45 secondes. Malheureusement, je ne pense pas que les Allemands pourront sauver l'honneur. 9-0, c'est très dur. Il reste 29 secondes à jouer. C'est un match dont on ne peut évidemment pas dire qu'il fut palpitant. Mais c'est un match où 2 styles de hockey se sont opposés. Le style assez individualiste des Allemands de l'Est. Ce sont des gens lourds, puissants, qui aiment tirer de loin, qui tirent d'une manière un peu désordonnée, sans toujours préparer leurs attaques comme il convient. Et le style plus léger des Soviétiques, qui semblait quelquefois comme danser un ballet sur la glace. Sarchinov voudrait marquer le dernier but, passe à Mayorov, il ne reste que 18 secondes. Le 3, Voigt d'Allemand intervient contre Mayorov. Un beau bras d'homme, ce Voigt aussi, 1m78, 80 kg, harmonieuse proportion. Et c'est le dernier engagement, je crois. 9-0 pour les Soviétiques, c'est tout de même une addition très lourde. Le 4, Plotka, essayez donc de tirer de très loin, il reste 10 secondes, 9 secondes. Allez, tirez, 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 là, tirez. Oh, dans la dernière seconde, il pouvait sauver l'honneur, c'est fini. C'est fini. Eh bien, c'est dommage, il pouvait sauver l'honneur dans la dernière minute, et puis ils ont oublié. Non, ils n'ont pas pu. Eh bien, les Soviétiques ont donc gagné par 9-0. Hier, les Soviétiques avaient battu les Finlandais par un score similaire, 8-0. C'est vraiment des gens très forts et bien partis pour conserver leur titre olympique qu'ils détiennent depuis Innsbruck en 1964. Voilà. Si vous aimez le hockey, vous pourrez nous retrouver demain, 8 février, sur cette même chaîne, l'une de nos meilleures, à 22h15 pour le match Canada-Finlande. Et il sera très intéressant de voir si les Finlandais feront mieux contre les Canadiens qu'ils ne l'ont fait hier contre les Soviétiques. Ça sera une ligne, comme on dit dans certains sports. Si le Canada résiste du moins si le Finlande résiste au Canada mieux qu'aux Soviétiques, ça voudra dire que l'équipe canadienne est moins forte que l'équipe russe, ou ce sera le contraire. Si les Finlandais résistent moins bien. En tous les cas, le Canada forme avec l'Union soviétique les deux meilleurs, les deux plus grands favoris. La Tchécoslovaquie a également une très bonne chance de gagner. Dans l'autre poule, la Roumanie a battu l'Autriche par 3-0. C'était au stade de glace de Grenoble en Eurovision. Un reportage de Jacques Sorkin avec les commentaires et les considérations de Stéphane Collaro et de votre serviteur. Ici Grenoble, à vous Paris.